Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est Félix Boulet au micro de Radio Laser pour une émission un petit peu particulière. Je reçois aujourd'hui Jacques-Yves Bellet, un écrivain qui est un habitué de Et nous liserons. J'ai avec moi dans le studio Audrey qui assiste de temps en temps à nos émissions littéraires ou émissions autres mais avoisinantes. Alors Jacques-Yves, la dernière fois que tu es passé à Et nous liserons, c'était pour ton roman qui est le dernier à ce jour, je pense, hein, Oui. en attendant que sorte autre chose. C'était À l'ombre de Raïssa. Et c'est toujours édité par les Perséides. C'est paru un roman donc qui est paru en mai 2025 et je t'ai reçu au mois de septembre pour parler de ce roman. Alors donc tu es romancier, mais tu es aussi essayiste et éditorialiste. Alors essayiste, tu peux nous dire, nous préciser un petit peu qu'est-ce que tu as fait J'ai écrit quelques essais, mais c'était il y a longtemps. Mais surtout, ce trait, on pourrait dire, il s'exprime aujourd'hui à travers la revue Esprit, puisque je suis collaborateur de la revue Esprit, donc fondée par Emmanuel Mounier, et donc c'est à travers ça où je fais un certain nombre de chroniques, de papiers, je participe à la rédaction de temps en temps de la revue on peut dire essayiste, voilà. Et puis aussi des papiers régulièrement dans Ouest France. Voilà, donc un éditorial dans Ouest France de temps en temps. Et c'est l'éditorialiste que je reçois en quelque sorte aujourd'hui, puisque tu as écrit un article consacré à Marc Bloch. Alors je ne sais pas si ce nom va parler beaucoup à nos auditrices et à nos auditeurs. En tous les cas, Marc Bloch, on va peut-être en parler un peu plus dans les jours à venir, puisque il va entrer au Panthéon, donc le 23 juin. Je te laisse faire une petite présentation globale de Marc Bloch, si tu veux bien, Jacques-Yves. Oui, donc Marc Bloch rentre effectivement mardi prochain au Panthéon. C'est la première fois qu'un historien rentre au Panthéon, puisque Marc Bloch est historien, c'est un très grand historien, c'est le fondateur de l'école des Annales avec Lucien Febvre dans les années 20, qui marque toujours profondément les études historiques. Alors Marc Bloch, alors il n'est pas très connu parce que d'abord il est mort en 1944 puisqu'il a été fusillé par les Allemands. C'est un grand résistant, mais c'est à la fois un guerrier et un chercheur historique, un écrivain historien. Absolument incroyable. Alors, il est d'origine alsacienne. Il est né à Strasbourg à la fin du 19e siècle. Il est d'une famille juive, totalement assimilée, comme étaient beaucoup de juifs avant la guerre 40, en fait, c'est-à-dire des hommes et des femmes pour qui la question juive n'était même pas une question. C'était pas une famille pratiquante, par exemple, mais c'était des juifs parfaitement assimilés, encore une fois. Donc il est né à Strasbourg, dans cette famille. Son père est historien déjà. Son père va être historien à la Sorbonne. Donc il est d'une lignée d'historiens, voilà. Et il va faire la guerre 14, où il va être un combattant, émérite, puisqu'il va avoir plusieurs décorations. Et dans son tempérament, dans sa manière d'être, encore une fois, c'est lui qui se définissait comme ça. C'est un homme qui combat, quoi. Et donc, il va faire la guerre 14, et puis après, il va se consacrer à son travail d'historien. Jusque en 1940, la déclaration de guerre de 39. Il est prof d'histoire à l'époque à Paris, mais ce qui est incroyable, c'est que sa condition de juif, fait que il n'a jamais été admis, par exemple, au Collège de France. Et donc, malgré deux tentatives. Parce qu'il est juif, parce qu'il l'estomac complètement, parce que pour ces gens-là, être juif, c'est comme moi être breton, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Bref, il s'engage, malgré qu'il a plus de 50 ans, il s'engage en 39 dans l'armée française.
Bon, il y a la débat qui va raconter ça, on en parlera, j'imagine. Oui, L'étrange défaite. bien sûr, oui, on va revenir sur ce livre. Il s'engage donc, malgré encore une fois son âge, puisqu'il pouvait très bien être dispensé de rejoindre l'armée, mais ça c'est pas pensable. Donc il s'engage, il va vivre encore une fois la débâcle de 1940. Il se retrouve chez lui dans la Creuse, parce qu'il a acheté une petite maison dans la Creuse, avec une qui s'appelle Fougères, qui n'a rien à voir avec Fougères. Non, mais Voilà. C'est là où il va écrire L'étrange défaite en juillet-août 40. Après, il va y avoir un certain nombre d'événements. Il va être nommé prof à Montpellier. Mais bon, encore une fois, sa condition de juif et puis l'état de l'État français sous Pétain et Laval, on peut pas dire que ça le réjouisse. non, d'autant que l'antisémitisme devient de plus en plus systématique et inscrit dans la loi. Oui. Il y a les ordonnances de 1940 d'octobre 40, signées par Pétain. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que ces ordonnances qui ont été soumises à Pétain ont été corrigées de sa main pour durcir encore la chose. Je dis ça parce que on en parlera peut-être comme aujourd'hui on revise l'histoire à une vitesse supersonique parce que ça arrange l'idéologie de tel ou tel. Encore une fois, ça c'est des faits historiques. Donc il va rentrer donc en 43, je crois, dans la résistance, notamment à Lyon, le mouvement franc-tireur. Franc-tireur, c'est... Qui n'est pas, alors je voulais te poser la question, j'ai pas eu le temps de rechercher et éluder, que c'est différent des francs-tireurs partisans, des FTP. Oui, c'est pas la même chose. Enfin, c'est dans la même veine. Oui. On est dans la même veine de la résistance. Alors, pour préciser pour nos auditrices et nos auditeurs, FTP, les francs-tireurs partisans, c'était un mouvement qui était plus ou moins d'obédience communiste. Oui. Bon, tout ça, ça se c'est pas que ça se mélange, mais c'est pas loin. Oui. Est proche de combat, par exemple, de tous ces mouvements de résistance que Jean Moulin, par ailleurs, va essayer de réunir lors de sa mission, en France. Et donc, il rentre dans la résistance en 43, et il va être arrêté comme toujours, sur trahison. Il va être arrêté, torturé, et il sera exécuté en juin 44 dans un petit village pas loin de Lyon. Voilà, ça c'est le destin de Marc Bloch. Alors, on peut préciser donc arrêté, emprisonné à la prison de Montluc, qui est tristement célèbre on y a enfermé des personnes, Jean Moulin, Jean Moulin. Et donc tout ça, c'était un petit peu sous la coupe du fameux Klaus Barbie. Ah oui, complètement. Oui, c'était oui. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que Robert Badinter, lorsque on arrêtera Barbie, l'enfermera à Montluc. Ouais, il aura cette volonté qu'il vienne purger sa peine là où il a sévi. C'est un gros symbole là. Ouais. Alors prison de Montluc, torturé et fusillé en 1900. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de du personnage, de sa biographie. Alors, on va revenir sur l'ouvrage L'étrange défaite, bien sûr. S'il fait son entrée au Panthéon, je sais pas, il y a des raisons officielles qui ont été données, ou est-ce que c'est en tant qu'historien, est-ce que c'est en tant que résistant, est-ce que c'est dans la totalité du personnage? Je pense que c'est pour la totalité du personnage. Oui. Je crois que c'est à la fois encore une fois un immense historien, donc qui fait loi, quoi. Je veux dire dans son domaine. Et puis c'est un très grand résistant. Bon, en plus, alors je sais pas pourquoi exactement Marc Bloch rentre au Panthéon. Mais enfin bon, c'est un peu dans la même veine peut-être que Manoukian, que Simone Veil. Le président Macron a comme ça fait entrer au Panthéon un certain nombre de personnes éminentes pour l'histoire de la France. Ouais. Alors, on va donc revenir à son ouvrage important qu'on peut toujours trouver, donc c'est en poche histoire, c'est L'étrange défaite. Mais auparavant, tu nous racontes que, il avait écrit d'autres choses, bien sûr. Donc, en particulier,
un livre d'histoire, Les Rois Thaumaturges, où il revient sur l'histoire au Moyen-Âge de ces rois qui étaient censés guérir des écrouelles, oui. Tu as... Oui, pour les historiens, par exemple, je pense à Emmanuel Laurentin, qui a longtemps été historien sur France Culture, par exemple, ou Jean Lebrun, qui était sur France Inter. Les Rois Thaumaturges, c'est pour eux un livre clé. Parce que là, Marc Bloch développe sa méthode, quoi. Sa méthode qui est de rentrer dans la description extrêmement précise de ce qu'était cette façon d'être des rois, je veux dire, qui étaient censés guérir des écrouelles. Et à travers ça, il retrace toute l'histoire du Moyen Âge, quoi. Et donc, c'est un livre qui est important, ainsi que un autre livre qu'il a écrit sur l'histoire, sur l'écriture de l'histoire, qui là aussi marque beaucoup et qui est toujours lu, toujours travaillé. Alors à la fac, je sais pas, je suis pas prof de fac, mais certainement tel ou tel prof continue de faire étudier aux étudiants ces livres. Et puis un livre aussi qui est c'est pas tout à fait un livre, c'est un très long article sur les rumeurs dans les tranchées en 1914. Donc ça, voilà, par exemple, l'originalité typique de Marc Bloch, qui s'intéresse à l'histoire du présent sur les rumeurs dans les tranchées. Qu'est-ce qui se disait dans les tranchées? Et on n'est pas sans penser aux fake news. Voilà. C'est-à-dire que c'est écrit en 1920 ou 24, quelque chose comme ça. Et Marc Bloch, par son intelligence, sa perception des êtres, écrit sur ces phénomènes, des rumeurs, qu'est-ce qu'on se disait dans les tranchées, qui faisait que il y avait les bruits les plus farfelus qui pouvaient courir. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie au regard de la vie des gens, quoi? Alors moi je me demandais, il y a quelques jours nous avons déploré la mort d'un grand monsieur de la pensée française, donc c'était Edgar Morin qui est mort à 104 ans, mais qui écrit depuis longtemps et qui avait fait une étude et donc publié un bouquin qui s'appelle La rumeur d'Orléans. Je me suis demandé s'il y avait une parenté. Alors j'ai pas eu le temps de résoudre le problème, mais probablement que Edgar Morin avait lu Marc Bloch et puis que, ce thème de la rumeur, c'est un thème intéressant parce que ça dit beaucoup de choses de la société. Oui, on peut, là, je suis pas de preuve, effectivement. Non. Morin avait lu Marc Bloch. Enfin, Morin avait lu tellement de choses et c'était un intellectuel tellement puissant que j'imagine pas qu'il ait pas lu Marc Bloch. Mais effectivement, les questions de la rumeur d'Orléans, donc, ou les rumeurs, surtout au moment de Marc Bloch, dans les années 30, les rumeurs sur les Juifs. Oui. Voilà, je veux dire, ça pullule, hein. Comme aujourd'hui, la rumeur sur les Arabes. Parce que, je veux dire, d'une certaine manière, j'insiste bien là-dessus, ce qui a remplacé les Juifs dans la mentalité complotiste des époques, c'est plutôt aujourd'hui les Arabes. Oui. Alors, je rappelle que la rumeur d'Orléans, c'était aussi une rumeur antisémite, puisque on faisait croire que les commerçants juifs de la ville d'Orléans capturaient par un système absolument diabolique mais mystérieux, capturaient des jeunes femmes qui allaient essayer des robes et puis les livraient après pour la traite des blanches, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les livraient à la prostitution. Donc ça, c'est La rumeur d'Orléans, un bouquin passionnant d'Edgar Morin qui est toujours accessible. Et voilà, on parle de Marc Bloch, mais on peut faire aussi une petite parenthèse pour Edgar Morin. Donc Marc Bloch, il a écrit L'étrange défaite. Alors ça fourmille d'idées là. Il parle de sa condition de juif. Il dit, il le dit très rapidement, dès le début. Il dit je ne revendique jamais mon origine que dans un cas en face d'un antisémitisme en face d'un antisémite. C'est grand, ça, je trouve, comme pensée, comme attitude. Oui, mais c'est l'attitude un peu que je définissais tout à l'heure, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est tout juste si ces juifs totalement assimilés
ne découvrent pas leur condition de juif grâce à l'antisémitisme, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que ça leur vient pas à l'idée, ils savent très bien qu'ils sont juifs, mais encore une fois, il faut comprendre que pour beaucoup de juifs, d'abord il a combattu en 14. Enfin bon, ce sont des gens qui ont donné leur vie pour la France, donc ils comprennent pas du tout, je veux dire, cet énervement ou cette, je sais pas comment dire ça, surtout depuis l'affaire Dreyfus, comment dire, cet activisme antisémite tel que on le voit surgir dans ces années-là, quoi. Alors, on continue un petit peu. Alors, je n'ai pas fait quelque chose de très construit sur ce livre-là, mais bon, on va un petit peu à la découverte. Alors, il faut savoir quand même que Marc Bloch a séjourné, alors au début de la guerre, il a passé quelques jours à Rennes. Oui. Alors, je voudrais lire, si tu veux bien, à moins que tu veuilles le lire, ce qui concerne Rennes. Je passais ainsi une douzaine de jours à Rennes, sans cesse, dans la rue, au restaurant, à l'hôtel même, j'y coudoyais des officiers allemands, partagés chaque fois entre le poignant chagrin de voir les villes de mon pays livrées à l'envahisseur, la surprise d'une cohabitation pacifique avec des hommes que j'aurais abordés quelques jours plus tôt, seulement revolver au poing, le malicieux plaisir, enfin, de jouer sans qu'ils s'en doutassent un bon tour à ces messieurs. Et il éprouve presque de la sympathie pour ces officiers allemands qui, finalement, ne sont pas si sauvages que ça, ne sont pas aussi méchants que la propagande le laissait penser, le laissait dire. Si c'est de la sympathie. En tout cas, ouais. Pardon. Non, vas-y. C'est de la sympathie. Je crois que il y a aussi dans ces mois-là, dans ces semaines-là, je veux dire une telle sidération de ce qui s'est passé en 5 semaines, que quand les Allemands déboulent dans les villes, il y a d'abord un premier aspect qui est une révolte évidemment, mais aussi ils sont là, quoi. Donc à Rennes, qu'est-ce qui se passe à Rennes? Bon, Marc Bloch, lui, il était donc dans des armées du Nord. Donc c'est la défaite la débâcle, quoi. Et puis donc il est embarqué à Dunkerque pour l'Angleterre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les troupes françaises embarquées à Dunkerque sont ramenées très vite en France parce qu'on a besoin d'hommes pour se battre. À Dunkerque, l'armistice n'est pas encore signé. Donc il rentre à Cherbourg, il débarque à Cherbourg, et puis effectivement il va être à Rennes où il va passer une dizaine de jours. Voilà, il va enlever son uniforme, se mettre en civil et partir très tôt vers sa maison dans la Creuse à Fougères. Je sais pas si c'est de la sympathie, en tous les cas, il est pas méchant. Oui. Voilà. Moi, ça m'a fait penser, tu parlais de Manouchian tout de suite, ça me fait penser au poème d'Aragon, La Fiche Rouge, et donc il met Aragon dans ce poème met dans la bouche de Manouchian au moment où il va être fusillé, donc juste avant, puisqu'il écrit à Mélinée, son amoureuse, il dit « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand ». Donc c'est un peu la même chose, effectivement. Ouais. Oui. Voilà. Ce sont des hommes des humains qui, comme il le disait d'ailleurs, éprouvent plutôt d'abord une sympathie eu égard à la gente humaine, quoi. Sauf quand, dit Marc Bloch, j'ai affaire à des antisémites. Oui. Alors, je termine la parenthèse. La Fiche Rouge, un très très beau poème de Aragon, mis en musique par Léo Ferré et repris par Arthur Treboul. Je ne suis pas sûr du nom de famille. Donc le chanteur du groupe Feu Chatterton, qui avait chanté cette affiche rouge lors de la précédente cérémonie au Panthéon où on accueillait justement les résistants de l'affiche rouge. C'est Arthur Treboul. Je sais pas ce que j'ai dit. Bon, quelquefois je me mélange un petit peu sur les noms. Les auditrices et les auditeurs, j'espère, sauront me le pardonner. Alors, dans cette étrange défaite, Marc Bloch, il essaye d'analyser, mais pourquoi on s'est fait démolir comme ça?
Tu disais tout à l'heure aussi en début d'émission que Marc Bloch c'était un guerrier. Et il explique justement que ça veut pas dire militaire, parce qu'il dit au début de l'étrange défaite, il y a des militaires qui n'ont pas du tout l'esprit combatif, et moi je ne suis pas militaire, mais j'ai un esprit guerrier. Il fait la différence entre... Alors, je sais pas, c'est que quand tu as lu ça, toi, Jacques-Yves, l'étrange défaite, qu'est-ce que tu as compris de cette histoire de différencier le militaire du guerrier? Ça veut dire seulement qu'il y avait des planqués dans l'armée, ou est-ce qu'il va plus loin dans son analyse? À mon avis, il va plus loin. C'est-à-dire que, alors si, il faut voir l'état de l'armée française après la guerre 14-18. Hein. Oui. Je crois qu'il faut revenir à ça. C'est quand même un événement fondateur. Bon, on s'abrite, on construit la ligne Maginot. L'armée française pense être à l'abri de quoi que ce soit de l'Allemagne à travers la ligne Maginot. On va vivre pendant ces années-là dans les écoles de l'armée française. On va à l'école de guerre, par exemple, on va vivre dans le mythe d'une armée purement défensive. Enfin, c'est l'armée des tranchées. Oui. On va faire. C'est une armée qui ronronne stratégiquement. Et les militaires. Il y a rien de pire, effectivement. Je vous dirai pourquoi. C'est ça. Il y a rien de pire que des militaires qui ronronnent. C'est-à-dire ça, comme toute caste en fait. Hein, c'est-à-dire ça tourne dans l'entre-soi. Et par exemple, quand un Charles de Gaulle va écrire pour une armée de métier, je veux dire dans les années 30-35, qui d'ailleurs est préfacé par Pétain, où il va, comment dire, enfin, faire la promotion des chars et de l'aviation, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'école de guerre, dans les écoles de guerre françaises à cette époque-là. On se préoccupe peu de l'utilisation des chars, alors que de l'autre côté du Rhin, les Allemands bâtissent des divisions Panzer qui vont, comment dire, qui vont nous renverser en 1940. Voilà, on a affaire à une armée de caste, enfin, pour faire très vite, hein, c'est-à-dire une armée de planqués, quoi. Hein, dans les bureaux, dans les officiers, les généraux qui se congratulent, enfin bon, bref. Et c'est ça que dénonce Marc Bloch. Alors, il va dire, bien sûr, il y a des généraux courageux, il y a ceci, il y a cela, mais globalement, et c'est ce qu'il dénonce dans l'étrange défaite, à sa manière, globalement, l'armée française en 1940 n'est absolument pas prête à une guerre moderne. Et donc, c'est plutôt une armée enfin, je parle pas des soldats, mais des états-majors, un état-major un peu c'est plan-plan, quoi. Donc, c'est ce que va dénoncer effectivement Marc Bloch, puisque lui, il est chargé de l'approvisionnement en carburant des armées qui sont en Belgique. Il faut se replacer dans le contexte. L'armée française est partie en Belgique parce que les Allemands ont envahi la Belgique, enfin les Pays-Bas et la Belgique. Donc, nous, on a foncé à leur rencontre sans se rendre compte. On va faire un cours de stratégie, surtout que la radio n'a pas de quart. Mais sans se rendre compte que entre la Belgique et la fin de la ligne Maginot, qui s'arrête à peu près aux Ardennes, il y a un trou, et la forêt des Ardennes. Mais tout l'état-major dit jamais ils pourront passer par là. Et ils vont passer par là. Oui. Donc, l'armée française va être complètement balayée. Ils se retrouvent à Dunkerque, enfin parce qu'ils se replient, quoi, à Dunkerque. Mais alors, ce que décrit très bien Marc Bloch, c'est deux ou trois choses, enfin plusieurs choses. C'est la première, c'est que quand il arrive donc à l'état-major des armées au nord, en Belgique, quoi, pour faire très court, il n'a même pas la carte des lieux où il est responsable des carburants. Hein. Il n'a même pas la carte des lieux où sont stockés les carburants. Ouais. Il va falloir qu'il se la procure. Ouais. Bon. Les gens dans les états-majors sont beaucoup plus préoccupés par faire des notes de service. Ça, il est très drôle là-dessus. Et puis ça fait penser à tellement de choses. Oui, c'est d'actualité. Hein, ils sont préoccupés de faire des notes de service pour dire qu'il faut le point B de l'alinéa 4 de la directive sur je sais pas quoi doit être modifié en vertu de je ne sais quoi. Et puis alors, d'ailleurs, il dit d'une façon très drôle que ces notes doivent être bien écrites en plus. C'est-à-dire, il faut que ce soit propre. C'est-à-dire, on est vraiment voilà, faut que ce soit du nickel chrome.
Et donc l'armée française, pour tout dire, enfin les états-majors sont beaucoup plus préoccupés par la paperasse, enfin, que par l'efficacité sur le terrain, quoi. Hein. Ce qui va se traduire par une catastrophe incroyable, parce que l'armée française est considérée à l'époque comme la meilleure armée du monde, hein, et elle va être balayée en la mois, quoi. Donc ça, c'est la première chose qu'il constate. Alors, il dit bien sûr qu'à l'intérieur des états-majors, il y a des hommes et des femmes, surtout des hommes d'ailleurs, des hommes courageux. Enfin, ils crachent pas comme ça sur le. Mais quand même, ils s'amusent pas mal. À tel point, c'est ce qui va rendre sa formule, célèbre, c'est-à-dire que quand les Allemands avançaient de 40 kilomètres, enfin non, quand nous on reculait de 20 kilomètres, les Allemands avançaient de 40. Ouais. Donc on voit la catastrophe qui se met. Et c'est la grande idée de je trouve dans l'étrange des faits, c'est dans l'armée française comme dans la société contemporaine, on pensait en retard. Ouais. Nous pensions en retard. Et ça, c'est une formule qui est reprise souvent au sujet de Marc Bloch. Nous pensions en retard. Nous pensions une armée style 14, des grandes offensives, enfin bon, patati patata. Quand il y avait la prégnance de l'aviation et des blindés, par exemple. Et nous pensions en retard même, et aussi évidemment politiquement. Parce que ce qu'il reproche aussi, parce qu'il fait une analyse de la situation de l'armée française, enfin c'est ce qu'il reproche aussi au pouvoir politique. C'est de là, on a utilisé la formule, alors je pense qu'elle est née avec Marc Bloch. On a toujours eu une guerre de retard. C'est un peu dans le même, c'est dans le même sens. Mais c'est devenu peut-être la guerre de retard, là, c'est devenu peut-être une expression plus répandue que, Mais bon, c'est. Alors, il faut dire quand même, je reviens un petit peu en arrière, là, que Marc Bloch avait un courage énorme, un courage physique, hein. On peut avoir un courage intellectuel, et il avait le courage intellectuel, mais il a aussi un courage physique, puisque alors, non seulement il remet ça en 40, il n'était pas obligé, comme tu l'as signalé, mais vraiment, au moment où ça tourne mal, il avait eu l'opportunité de partir aux États-Unis. Ah oui, ça, oui, bien sûr. C'est peut-être c'est après il a eu l'opportunité de partir aux États-Unis de mémoire, je veux dire, après 1940. Oui. C'était après la défaite, donc il se replie, enfin, il va dans la Creuse, et puis il va essayer de reprendre un enseignement. Il va être admis, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, prof à Montpellier, c'est-à-dire en zone libre à l'époque. Et effectivement, comme un certain nombre de ses collègues, ou d'autres écrivains ou intellectuels français, il va avoir l'opportunité de partir aux États-Unis, enseigner dans une école américaine. Or, il va refuser d'y aller pour deux raisons. Enfin, d'abord pour une raison familiale, puisqu'il y a deux de ses fils qui sont mineurs et ils peuvent pas, majeurs, pardon, et ils peuvent pas partir aux États-Unis. La mère de Marc Bloch aussi, qui est très malade, il ne veut pas l'abandonner et partir aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est aussi, je pense, c'est la première qui est quand même fondamentale. Hein. Je sais pas s'il avait eu l'autorisation de partir avec ses deux fils, il serait parti quand même, oui. Peut-être, oui, c'est difficile de dire. Ouais. Mais la deuxième chose, c'est que c'est effectivement un combattant, c'est un guerrier. C'est-à-dire, il n'est pas question il est difficilement concevable de fuir le champ de bataille. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'étrange des faits, il y a aussi, et ça c'est intéressant, il y a aussi la critique de la politique du gouvernement de l'époque, enfin Paul Reynaud, entre autres. Enfin oui, Paul Reynaud, c'est le gouvernement Reynaud, de déclarer les villes ouvertes et de faire mettre sur les routes des centaines de milliers de Français, ce qu'on a appelé l'exode de 40. Oui. Et il comprend pas, Marc Bloch. Mais pourquoi s'en aller? Pourquoi on a mis des centaines de millions de Français, inciter des centaines de milliers de Français à partir sur les routes? Et c'est vrai si ce n'est par une forme de lâcheté, quoi, du gouvernement qui ne veut pas ou ne peut pas résister. Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes
à l'écoute de Jacques-Yves Bellay, que nous connaissons déjà comme romancier, que nous avons reçu comme essayiste aussi, hein, Jacques-Yves. Alors, je rappelle que tu nous avais fait l'amitié de parler de Kafka il y a quelques temps. Donc là, c'était l'essayiste, l'éditorialiste que je recevais. Et donc, aujourd'hui, Jacques-Yves Bellay nous parle de Marc Bloch. Et Marc Bloch, pourquoi? Eh bien, parce que il va entrer au Panthéon dans les jours qui viennent. Voilà. Alors, Marc Bloch, un personnage étonnant, donc un vrai guerrier, il ne lâche rien, comme on dit maintenant. Et cependant, bon, bah, et tout en étant un guerrier, il n'oublie pas de réfléchir et il a essayé d'analyser cette étrange défaite. Et il s'exprime beaucoup sur la notion de chef, de commandant. Il s'étonne que, alors c'est vraiment au tout début de l'étrange défaite, ça, que les chefs militaires qui ont brillé quand une guerre est terminée, on les met un petit peu de côté, aux oubliettes. Et par contre, ceux qui n'ont pas très bien réussi, on leur trouve des places, hein, des postes de responsabilité dans les gouvernements suivants. Tu peux nous expliquer ça un petit peu, toi, Jacques-Yves, comment tu as compris Marc Bloch à ce sujet-là? Ouais, je crois que Marc Bloch, oui, effectivement, il s'étonne que les généraux ou les officiers qui ont été en première ligne et très courageux, dire 14-18, certains Oui. disparus de circulation, ne laissant place en fait qu'à ceux, enfin je pense à Pétain, enfin par exemple, ou à Végan, ou des gens comme ça, ne laissant place qu'à des gens qui étaient plutôt des défaitistes, quoi. Et ça, alors comment l'expliquer, hein? Ça, je pas moi personnellement d'explication, si ce n'est que encore une fois, c'est un petit peu toujours pareil, hein. Que ce soit dans le milieu militaire ou dans d'autres milieux, ou dans le milieu politique, les gens extrêmement courageux physiquement ou courageux intellectuellement, en fait, on les aime pas bien, quoi. Et donc, on les en temps de paix ou en temps oui, c'est ça, en temps de paix, on les oublie assez vite. Oui. On n'aime pas bien les dissidents dans quelque caste que ce soit, et surtout dans la caste militaire, quoi. Voilà, donc c'est vrai que à la tête de l'armée française, par exemple, en 40, il y a le général Gamelin, qui est un nul de chez nul, quoi. Moi, j'ai lu des trucs là-dessus. Enfin, voilà, bon, c'est quelqu'un qui est un médiocre et qui n'a aucune vision stratégique. Donc, voilà, ça va tourner en autre boudin, comme on dit, sauf que faut quand même signaler, bon, il y a des hommes et des femmes, enfin, des hommes, là, en l'occurrence, courageux. Faut quand même signaler le courage de Charles de Gaulle. Ah oui. Ça, on peut pas le nier. Je parle pas du fait qu'il parte en Angleterre, le 16 ou 17 juin 40, mais à la tête de sa division de chars, de Gaulle va contre-attaquer. Je veux dire, courageusement. Évidemment, c'est voué à l'échec vu l'immensité des forces en face et la manière dont il pratiquait. Mais il faut le souligner comme exemple de militaires de haut rang, comme certains autres, hein, qui ont malgré tout tenté de résister à la pression allemande. Alors le général de Gaulle, tu disais donc que Marc Bloch ne vivra pas cette victoire de Gaulle, puisqu'il sera, hein, tu l'as dit en début d'émission, fusillé en 1944. Mais donc ce que fustigeait Marc Bloch à travers tout ce qu'on vient de dire là, c'est alors je le cite là, tout sera comme avant, les états-majors frappés par la pauvreté d'imagination et l'absence de sens concret. Et on revient sur ce que tu nous rappelais plus tôt, donc les communications complètement en l'air, la toute-puissance de la paperasserie qui souvent n'a aucun sens. Et c'est cela que dénonce Marc Bloch. Alors, on peut se dire
quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, il devait être quand même assez proche du Front populaire. Hein, le Front populaire qui avait eu le pouvoir depuis 1936 jusqu'au début des hostilités. Et non, il est assez critique sur le Front populaire. Tout à fait. Bon, d'abord, le Front populaire dure très peu de temps. Il dure pas jusqu'en 40. Non. Hein. Il dure de mémoire jusqu'en 38. Oui, le Front populaire, oui. Il dure 2 ans. Mm. Donc, en 2 ans, je ne veux pas rappeler ce qu'est le Front populaire. Enfin bon. Non, là où Marc Bloch est critique vis-à-vis du Front populaire, c'est qu'il dit, ils ne nous ont pas transmis le sens de la patrie. C'est ça qui frappe Marc Bloch. Les réformes sociales et tout ça, okay. Oui. Mais ce qu'ils ont oublié de transmettre à la France, enfin, je veux dire, aux masses populaires, c'est l'amour de la patrie. Autrement dit, la critique de Marc Bloch part on a offert à la classe ouvrière, à la classe populaire, des avantages matériels et de confort de vie. Enfin, c'est pas le mot confort, enfin, de justice sociale. Des avancées très importantes. Mais on a oublié une chose importante, c'est de défendre la patrie. Et je crois que derrière ça, il y a la fameuse affaire d'Espagne. Faut quand même se rendre compte qu'en 1936, donc, Franco et ses copains tentent de renverser la République espagnole. Et donc, c'est la guerre civile en Espagne, donc qui a une profonde, influence en France. Faut voir quand même combien cette guerre d'Espagne marque le paysage français, ne serait-ce que par le nombre de réfugiés. Faut savoir qu'en février 1939, 500 000 réfugiés espagnols franchissent la frontière française. On imagine 500 000 Tunisiens, Marocains arrivés d'un coup, en 15 jours, en France. Ça, c'est la première chose. Et surtout, Léon Blum n'a pas pu, moi je pense, n'a pas voulu, mais n'a pas pu livrer des armes aux républicains. Le grand débat à l'époque, c'est il faut livrer des armes aux républicains pour qu'ils se défendent contre Franco, qui lui est appuyé par Mussolini et Hitler. Et ça, c'est un vrai débat au sein de la société française et au sein de la société politique française. Et je pense que c'est ça qu'il y a derrière, hein, les propos de Marc Bloch. Hein. On nous a pas donné l'amour de la patrie, parce que si on avait eu l'amour de la patrie, on aurait défendu illico officiellement la République espagnole. Oui. Ça, c'est une interprétation personnelle, mais je veux dire. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on regarde comment ça se passe, c'est vrai que quand les sociétés mettent l'accent profondément sur le social, ce qui est légitime, enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus, elles en oublient un peu qu'il faut d'abord aussi défendre la société en tant que telle face aux agresseurs. En face de l'État français de 36, il y a déjà Hitler qui est au pouvoir en 39. Oui, et il faut pas l'oublier. Oui. Et qui Hitler, lui, alors, il ne lésine pas sur les provocations. Enfin, oui, d'abord les provocations, la réoccupation de la Rhénanie, mais aussi sur le réarmement de l'Allemagne. C'est une véritable menace pour la France en 36. Et on l'oublie un peu, ça. On fait semblant de l'oublier, je sais pas. Je sais pas si on fait semblant, on peut pas tout faire en même temps aussi, hein, je veux dire, il y a quand même aussi je veux dire, toutes ces réformes qui produisent un effet incroyable sur la société française. Enfin bon, faut quand même pas oublier que quand Franco déclare la guerre à la République espagnole, on est en juillet 36, et qu'en juillet 36, c'est d'abord les premiers congés payés. Oui, la France est dans un autre. Bon, voilà. Donc, mais ça, c'est effectivement, c'est un reproche que fera Marc Bloch au Front populaire. Alors voilà, donc un petit peu, on a fait le tour. Alors bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire. Je voudrais qu'on revienne alors pour la dernière partie de notre émission, un petit peu sur le côté littéraire, le côté historien de Marc Bloch. Alors, L'étrange défaite, c'est un bouquin qu'on peut toujours lire et qui est une lecture facile, très agréable, parce que finalement, c'est très très bien écrit.
il y a des moments un peu d'humour même, hein, donc il nous fait paraître assez simple des choses, peut-être des questions qu'on ne s'était pas posées. Je voudrais aussi que peut-être on dise son influence. On a parlé tout à l'heure de comment Michel Perrault. Donc son influence en fondant les annales de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors donc d'autres historiens, l'ont accompagné. Hein. On pense en particulier à Fernand Braudel, à Jacques Le Goff, tous ces gens-là qui sont bien connus encore, même du grand public, puisque ils se sont exprimés dans des émissions de télévision et tout ça, qui les ont rendus, alors peut-être pas plus faciles à comprendre, mais au moins on a pu les lire. Donc les annales, pour les historiens, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, Jacques-Yves? Bon, d'abord, les annales, on appelle ça une école. Appelle ça l'école des annales. C'est pas une école, hein. C'est une revue, hein, et c'est un mouvement historique. Ce qu'on peut en dire très rapidement, c'est que ce que vont faire Marc Bloch et Lucien Febvre, il faut jamais oublier Lucien Febvre dans cette affaire, ils vont introduire les sciences humaines globalement dans la lecture de l'histoire. C'est ça qui va être nouveau. L'étude des sciences humaines, c'est-à-dire la psychologie, l'anthropologie, la vie des gens. Marc Bloch est très attaché à la vie des gens. Par exemple, c'est un photographe aussi. Photographie, en 14, il va photographier les églises, par où il passe et tout ça. Donc c'est vraiment l'introduction dans l'histoire de la sociologie, parce que c'est le dialogue permanent entre l'histoire, c'est-à-dire le passé, et le présent. C'est ça qui va être très fort chez Marc Bloch et ses disciples. C'est ce dialogue, encore une fois, entre ce qui a été et ce qui est. Parce que pour lui, il reprendrait volontiers à son compte la phrase de William Faulkner, le passé n'est jamais passé, il n'est même pas passé. Oui. Donc, et je crois que c'est une des grandes leçons de Marc Bloch, hein, qui est reprise même aujourd'hui par quelqu'un comme celui qui a fait le grand livre sur la peste, Patrick Boucheron. Oui. Hein, Patrick Boucheron, un grand historien aussi, vient de faire un livre sur l'histoire de la peste. Eh bien, quand on lit ce livre, on peut pas il y a des parallèles et des connotations fortes avec l'époque d'aujourd'hui, quoi. Et parce que quand on introduit dans l'histoire la vie des gens, pour faire encore une fois, eh bien, fatalement, la vie des gens, elle change beaucoup, mais pas tant que ça, mine de rien. Et on peut retrouver donc dans les écrits de Marc Bloch ou par exemple dans l'étrange défaite, on peut retrouver une lecture de la société française contemporaine sur certains aspects absolument, qui est complètement, qui n'a pas vieilli d'un pouce, quoi. Alors je revoyais l'autre jour à la télévision une ancienne émission Apostrophe, où il y a précisément des historiens, des sociologues étaient invités, et il y avait toujours ce désir des sociologues. Donc là, ça tournait autour de Bourdieu, hein, alors qui est une pointure, hein, pour le dire de façon ordinaire. Ce souci des historiens de dire oui, mais maintenant on prend en compte la sociologie, on prend en compte la psychologie, on prend en compte tout ce que nous ont apporté les sciences humaines. Et tout à l'heure, donc, je parlais de Edgar Morin. Je pense que lui aussi a été certainement influencé par ces fameuses annales. Oui, je pense que c'est effectivement ce qui m'intéresse dans l'histoire, enfin moi et d'autres, ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est qu'on a été, ça c'est personnel, mais je suis pas le seul à le penser, on a quand même été dans les années 70, 80, 90 colonisé au niveau de la pensée par Bourdieu, par Freud, par les grandes, ou par Lévi-Strauss. Oui. C'est-à-dire par les grandes traces comme ça, qui étaient dominatrices. Si vous ne pensiez pas comme ça,
vous étiez pas un bon éducateur, vous n'étiez pas un bon enseignant, vous étiez pas dans le truc, quoi. Or, les historiens sont des gens qui resituent chaque trace de pensée dans un contexte plus vaste, qui est une pensée beaucoup plus synthétique et beaucoup plus globale. Et c'est pour ça que certains préfèrent 1000 fois faire des études d'histoire ou de géographie que de faire des études de psycho, quoi. Donc c'est très très fort. Et puis alors en plus, ce qu'il y a, si je peux me permettre, parce que l'actualité d'un travail comme celui de Marc Bloch et des historiens en général, c'est quand même actuel. C'est-à-dire qu'on vit dans une période où on revisite à plaisir l'histoire en fonction de sa propre idéologie. Absolument. Et alors, bon, l'exemple type, c'est Zemmour qui prétend que Pétain a sauvé des Juifs. Oui. C'est quand même absolument fabuleux. Bon, mais attendez, il y a des gens, enfin, il est suivi, quoi. Ah oui. Par un certain nombre de gens. Trump nie complètement l'esclavage et les Noirs et la, comment dire, le massacre des Indiens, par exemple, bon, dans l'histoire américaine. Oui. En Chine, il est hors de question de parler de Tiananmen. Ouais, c'est complètement dans les... Et je veux dire, il y a toujours dans la pensée totalisante, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, qu'elle soit de gauche, de droite ou du milieu, il y a toujours cette tentation de nier dans l'histoire ce qui nous dérange. Ouais. Comme c'est une tentation absolument humaine, même dans notre propre vie, on a tendance à oublier ce qui n'est pas, hein. Oui. Mais c'est plutôt le boulot du romancier. Oui. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Comme disait, encore une fois, le passé n'est jamais passé, il n'est même pas passé. Ouais. Donc, même pas passé. faut qu'il y ait un romancier d'ailleurs, hein, qui. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une urgence. Je pense que le fait que Marc Bloch rentre au Panthéon, c'est aussi le signe de ça. C'est de restaurer, si tant est qu'il en soit besoin, l'histoire comme majeure dans la vie d'une société. On ne peut pas faire. Et il y a les travaux historiques. Alors ça évolue. L'histoire est toujours une science qui avance. Enfin, parce qu'il y a toujours de nouveaux documents, il y a toujours des choses qu'on trouve, qui font avancer l'histoire. Mais par exemple, sur la période qui nous intéresse là, sur la période de l'occupation et de la dernière de 1940, on a tout aujourd'hui. Oui. Et ceux qui s'amusent à traficoter l'affaire, ils traficotent l'histoire, c'est tout. C'est tout. Bon, oui. On peut traficoter tout ce qu'on veut, mais c'est une escroquerie. Absolument. Ben écoute, Jacques-Yves, je te remercie pour cet éclairage que tu nous apportes sur Marc Bloch. Je voudrais, pour conclure, si tu veux bien, lire les 5 dernières lignes d'un article que tu as écrit. Et donc, ça va nous servir de conclusion, mais tu pourras réagir ou... Ah si tu veux, réagir à ton propre texte, après tout, pourquoi pas, hein. Alors, je lis donc ces 5 lignes. Ainsi était Marc Bloch, un exemple de courage, d'historien indépassable et d'un intellectuel pleinement engagé dans son temps. La grande leçon de l'étrange défaite, nous pensions en retard. Puisse ce constat, sur beaucoup de sujets, servir de mise en garde. Marc Bloch l'a payé de sa vie. Il nous donne une leçon, faire de l'histoire et son temps long contribue à l'espoir démocratique. Voilà, tes lignes de conclusion. Merci à toi. Non, voilà, je suis toujours content de venir à Radio Laser. Eh bien, rendre hommage à Marc Bloch, c'est un vrai plaisir et presque un honneur parce qu'on est face à quelque chose de tellement important. Ouais, et de beau, hein, finalement. Ouais. Merci, Jacques-Yves, et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Hein? Bon été. Merci.